Le sujet, société civile immobilière, impôt sur les sociétés, je précise bien, et LMNP réel, hein, location meublée non professionnelle, et donc se dire qu'est-ce qu'on fait pour choisir un meublé. Alors on va, pour faire encore de nouveau ultra simple, choisir un plan autour des trois grands principes. C'est quoi le LMNP, hein? C'est quand on achète en direct et on verra tout à l'heure comment ça marche. On passera par une société civile immobilière et on va faire quelque chose que les autres ne font pas, on va le faire aussi via la holding et c'est le troisième point que l'on va faire directement. Et tout ça, on va le faire à travers un exemple parce que je pense que ça ne sert à rien de parler de théorie si d'un point de vue pragmatique, on n'est pas foutu effectivement de répondre à cela. Alors, j'ai pris un appartement avec une valeur à 300 000 euros, des frais de notaire à 7%, ça fait 21 000, des frais d'agence à 9 000 euros, ça veut dire que vous devez faire un investissement de 330 000 euros en tout, et dans lequel vous allez apporter 10%, c'est-à-dire 30 000 euros, enfin un petit peu plus de 10%, enfin un peu moins même exactement, et des emprunts sur 15 ans qui vont compléter à hauteur de 300 000 euros. Eh bien, cet exemple, c'est ce qui nous fera effectivement définir le tout. Alors, pour tous les nostalgiques, effectivement, des calculs, le taux de rentabilité est mauvais, j'ai pris 3,2%. Vous allez voir qu'on va atteindre absolument tous les calculs possibles, y compris la cession. Alors, pourquoi j'ai pris un taux bas? Parce que je me trouve à Lyon, que les taux de rentabilité sont quand même pas exceptionnels et qu'il y a encore pire, ça s'appelle Paris. Mais par contre, on peut miser sur des plus-values. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Bien évidemment, en fonction de votre situation, si vous avez un taux de rentabilité de 14 ou 15%, je sais que ça existe, ou si vous avez un taux de rentabilité de 1%, mais ce ne sera pas la même musique. Dans notre cas, on a un loyer mensuel de 800 euros, très exactement, mais surtout, on a des charges, ce qui est en rouge, avec des échéances à rembourser sur l'emprunt à hauteur de 1 900 euros et des taxes de foncières, des charges de copropriété, etc., à hauteur de 100 euros. Quand on fait l'addition, on arrive à 2000, moins 800 euros. Eh bien, vous devrez compléter 1200 euros tous les mois. Et c'est ça, vous allez voir, qui fait toute la différence, absolument tout. Alors, dans l'animation, eh bien, vous allez voir que j'ai une surprise. Et la surprise, eh bien, elle s'appelle Annabelle. Bonjour Voilà. à tous. Donc, Annabelle a fait le plaisir de venir me rejoindre et on va animer tous les deux, en fait, cette réunion. Moi, je ferai plutôt la société civile immobilière impôt sur les sociétés et Annabelle fera plutôt le LMNP. On a trouvé que c'était beaucoup plus cool, plus sympa, effectivement, tête à deux, pour pouvoir animer cette réunion. Et donc, vous aurez la possibilité de répondre encore une fois de plus, poser toutes vos questions. On y va, c'est parti. Alors, on va parler tout de suite de tous les points, c'est-à-dire on va parler des créations, du fonctionnement, de la fiscalité, etc. À chaque fois avec des différences. Et on commence tout bêtement par la création. Alors Annabelle, tu peux parler de la création? Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai qu'il y a. Alors, du coup, au niveau des LMNP, il y a une déclaration auprès du centre des impôts qui va devoir être faite, effectivement, pour annoncer votre activité. Donc, la date de début aussi d'activité, c'est très important. Donc, si effectivement, à un moment donné, vous avez un début d'activité qui était éventuellement en amont, il faudra bien l'indiquer que vous souhaitez effectivement avoir une date d'activité, par exemple, au 1er août 2021. Voilà, ça c'est une première chose. C'est vrai qu'au niveau du prix, eh ben, c'est gratuit ou ça peut effectivement avoir un petit delta de 100 euros éventuellement si vous souhaitez qu'on vous accompagne, par exemple, chez Dougs. Après, au niveau du LMNP, il faut savoir qu'effectivement, c'est une personne, hein, en tant que personne individuelle, sur lequel on va du coup adhérer. Et puis, vous avez la possibilité de faire soit en tant qu'individuel. Sinon, vous avez la possibilité de faire une indivision, donc soit avec des personnes de votre propre foyer fiscal, sinon avec d'autres personnes. Alors, il faut simplement savoir qu'au niveau de chez Dougs, on peut gérer les LMNP, par contre, au niveau du foyer fiscal. Voilà. Et moi, je reprends directement la parole pour les sociétés civiles immobilières. Alors, je rappelle quand même un point qui est super important. À partir du moment où vous faites un meublé, eh bien, si c'est une société civile immobilière qui achète un meublé et qui va louer en meublé, eh bien, par définition, vous devez être à l'impôt sur les sociétés. C'est la loi, c'est une loi fiscale. Donc, de façon très concrète, pour créer une société civile immobilière, eh bien, on est obligé de passer par une création de statut. À l'issue, effectivement, de cette création de statut et de délivrance auprès du greffe du tribunal de commerce, on va obtenir ce qu'on appelle un fameux CABIS. Le CABIS, c'est une sorte de fiche d'identité, un petit peu comme votre carte d'identité mélangée avec votre carte vitale, puisque on retrouve le nom de la société, on va retrouver aussi l'adresse, le nom des gérants, on va retrouver
également le numéro, ce qu'on appelle SIRET, enfin sirène pour être plus précis, et directement, eh bien, vous aurez comme ça la possibilité d'aller voir votre banquier et de lui donner. Et donc, à partir de ce moment-là, la société civile immobilière, eh bien, elle va se faire sans difficulté. Alors, soit vous le faites par vous-même et vous aurez un coût qui sera 370 € puisque vous serez obligé de payer et à la fois les annonces légales et à la fois les frais du greffe du tribunal de commerce qui, assez paradoxalement, sont plus chers que celui des sociétés par action simplifiée, 70 € environ pour une SAS, 120 pour une société civile immobilière. Ou sinon, vous nous faites confiance et on fait tout de A à Z. Et là, dans ces cas-là, il faudra rajouter 150 € hors taxe d'honoraires et on constituera tout, absolument tout pour vous. Et moi, à la différence effectivement d'Annabelle, eh bien, dans une société civile immobilière, on peut s'associer avec des étrangers qui n'ont rien à voir ni avec le siège social, ni avec, excusez-moi, la famille, ni avec tout simplement le foyer fiscal ou des indivisions. Parce que tout simplement, on peut associer et à la fois des personnes physiques, mais également des personnes morales, c'est-à-dire d'autres sociétés. Et je rappelle qu'en société civile immobilière, il faut être au moins 2, alors qu'en MNP, une seule personne suffit très largement. Voilà, en fait, très exactement, au moment de la création, ce à quoi il faut penser. Et vous avez bien compris, effectivement, ces différences entre les LMNP et les sociétés civiles immobilières. On voulait juste vous le dire pour information, parce que je ne pense pas qu'on crée une LMNP ou une société civile immobilière sous prétexte, effectivement, que ça revienne 150 € plus cher. Alors, deuxième point, c'est l'acquisition. Et l'acquisition, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour acquérir un bien qui soit nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles, mais que vous allez vous meubler, ou d'acquérir directement quelque chose d'un meublé. Alors, on va commencer par le LMNP. À toi. Alors, au niveau du LMNP, alors comment ça se passe? Eh bien, qui dit LMNP, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une entreprise individuelle. Donc, c'est vous qui empruntez à titre personnel, parce que en fait, c'est simplement vous qui achetez ce bien. Donc, c'est vous qui allez bénéficier de ce bien et qui allez pouvoir avoir les revenus et qui allez pouvoir déclarer sur votre propre imposition la déclaration et les revenus. Et pour la société civile immobilière, eh bien, c'est la société civile immobilière qui emprunte en règle générale. Alors, pourquoi je dis en règle générale? Parce qu'il y a des possibilités d'avoir une société civile immobilière et que ce soit des associés personnes physiques qui empruntent pour remettre l'argent au sein de la SCI. C'est très rare pour une raison simple, c'est qu'en règle générale, un banquier a besoin d'une sécurité. Généralement, il prend une hypothèque, un prêteur au dernier denier, etc. Enfin bref. Et donc, en règle générale, on prête l'argent à qui? À celui qui achète le bien. Et dans tous les cas de figure, si la SCI emprunte normalement, là, on a une certitude, c'est bien la SCI qui achète le bien. C'est-à-dire que vous, en tant que personne physique, vous ne serez jamais propriétaire du bien immobilier, ce sera la société civile immobilière. Donc, vous avez bien compris, LNP, c'est la personne physique, nécessairement. Dans une SCI, c'est nécessairement la SCI qui est propriétaire et qui peut être détenue par des personnes physiques ou des personnes morales. Donc là, j'aurais tendance à dire, Annabelle, qu'on a fait le plus facile pour l'instant. Oui. Parce que là, on va commencer sur des choses un petit peu plus compliquées. Donc, accrochez-vous, c'est parti, mais rassurez-vous, vous pourrez toujours poser des questions si ça coince. Et on va traiter, bien évidemment, de la fiscalité. Allez, c'est parti, c'est à moi. Donc, du coup, effectivement, le LMNP, c'est quoi? C'est un BIC non professionnel, un bénéfice industriel et commercial non professionnel. La réalité, c'est qu'un LMNP doit avoir au maximum 23 000 € par an de recettes, charges comprises, pour pouvoir bénéficier effectivement de ce rôle de LMNP par rapport à ses revenus d'activité au niveau du foyer. Si effectivement il dépasse ce seuil, il aura l'obligation de basculer sur ce qu'on appelle un BIC professionnel. Voilà, la déclaration, du coup, au niveau de votre impôt sur le revenu, vous allez devoir déclarer ces revenus si vous en avez. Et du coup, ce sera une déclaration 2031, donc non professionnelle, qui devra être déclarée et envoyée auprès du centre des impôts. Donc, de préférence, effectivement, on indique un exercice au 31 décembre de chaque année. Voilà. Pour les SCI. Pour les SCI, c'est un changement total. La SCI, déjà, il faut qu'elle ait une option impôt sur les sociétés pour être en SCI. Enfin, la SCI existe en tant que telle, mais c'est l'option IS, parce que naturellement, on est un impôt sur le revenu. Donc là, le fait de passer à l'IS, c'est une option irrévocable. On ne peut jamais revenir en impôt sur le revenu. Il n'y a pas de limite de loyer. On peut avoir 1 €, on peut avoir
1 milliard de chiffre d'affaires. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais de façon très concrète, il n'y a aucune limite quelconque. On peut avoir un bien immobilier, on peut en avoir 200 à l'intérieur d'une société civile immobilière, on peut faire ce que l'on veut. C'est la liberté totale. Et à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle, à la fin de l'exercice, on dépose ce qu'on appelle une déclaration 2065. C'est une déclaration impôt sur les sociétés comme pour une SAS à l'impôt sur les sociétés. Et cette déclaration 2065, eh bien, on l'a fait dans les 3 mois qui suivent la date de clôture. Date de clôture, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la date que vous voulez. Pas nécessairement un 31 décembre. D'ailleurs, si j'avais un conseil à vous donner pour tous ceux qui ont des CI à l'IS, ne choisissez pas le 31 décembre parce que le jour où vous déciderez de vous distribuer des dividendes, eh bien, vous serez peut-être content de pouvoir avoir trouvé, je ne sais pas moi, une date de clôture au 30 juin. Et comme ça, vous déciderez de vous donner, vous, à titre personnel, des dividendes, soit le 31 décembre, soit le 1er janvier, ce qui vous fera basculer effectivement sur votre imposition future. Deuxième grand point au niveau de la fiscalité, il y a quand même quelques règles. Et vous allez voir que c'est des règles qui sont communes. Premièrement, le bien est amortissable, mais pas tout, d'accord? On va voir tout à l'heure le détail. Ce n'est pas du revenu foncier. Dans les 2 cas, ce n'est jamais du revenu foncier. Et dans le 3e, la plupart du temps, les charges sont déductibles. Alors, vous allez me dire, c'est exactement la même chose LMNP et Société Civile Immobilière, yes? Non, parce que tout simplement, en LMNP, on peut déduire moins que dans une Société Civile Immobilière IS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous citerai simplement un seul exemple. À partir du moment où vous êtes en SCI à l'IS, le fait de vous déplacer, vous, physiquement, pour aller voir votre bien immobilier, ben, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des indemnités kilométriques. Or, dans le cas de l'MNP, on se trouve dans une 2031 non professionnelle, et donc dans ces cas-là, à l'impôt sur le revenu, les indemnités kilométriques ne fonctionnent pas. C'est encore d'autres règles qui peuvent s'appliquer. Autre point aussi qui est sans importance, alors je pense que tu ne vas pas tout lire, hein, le CFE, parce que ça fait peur, hein, les cotisations foncières des entreprises. Non, précisons. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir du coup qu'en termes de CFE, que ce soit les LMNP ou les SCI, effectivement, vous êtes tenu d'en avoir une. Alors après, ça dépendra effectivement de l'utilisation de votre bien, notamment pour les SCI. D'ailleurs, il y a un webinaire qui va être fait par Sarah et Naïma qui va être présenté. Donc, au niveau des CFE, si vous avez besoin effectivement d'éclaircissement, il ne faudra pas hésiter justement à participer à ce webinaire. Simplement, juste un petit bémol, parce que c'est important, au niveau du LMNP, il faut savoir qu'à chaque acquisition que vous aurez, et que vous devrez créer en fait un établissement en envoyant du coup le P0I, comme je l'ai indiqué du coup, auprès du centre des impôts, parce qu'effectivement, ils doivent avoir connaissance des prochaines acquisitions et appartements, par exemple, que vous pourriez avoir. Alors, simplement, si vous avez 2 appartements qui sont sur le même immeuble, alors vous allez notifier cette information. Simplement, vous n'aurez pas 2 CFE. Voilà. Et puis, effectivement, il faut savoir qu'au niveau de l'exonération, il y en a une. À partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 000 €, vous n'avez pas de CFE pour les LMNP. Voilà. Bon, bah vous avez compris effectivement qu'il y a toujours un peu des surprises en matière de fiscalité. Maintenant, on va aborder le point qui commence à… On commence à voir que le LMNP, aujourd'hui, était une sorte d'aubaine et que l'administration, enfin plus exactement l'État, est en train de rentrer gentiment, mais sûrement, où chaque année, ils mettent un petit cran dessus, et notamment avec le social. C'est ça. Alors, le social, effectivement, il y a une petite particulier parce que, effectivement, au-delà de 23 000 € de recettes annuelles, il faut savoir que si vous faites de la location de courte durée, donc qui n'est pas au niveau de la résidence principale, vous aurez et vous devrez vous enregistrer auprès de l'URSSAF et payer des cotisations sociales. Donc, soit vous avez le régime d'auto-entrepreneur, donc là, vous avez simplement à déclarer votre chiffre d'affaires, soit vous devrez vous déclarer au niveau d'un régime TNS, et là, à ce moment-là, vous devrez déclarer un résultat, donc ce soit un revenu, donc un bénéfice, soit un déficit. Voilà, et en ce moment-là, vous aurez des cotisations forfaitaires qui vous seront appelées pour ce cas-là. Bon, vous remarquerez que je n'ai pas pris la parole pour les sociétés civiles immobilières parce que tout simplement, il n'y a pas de social de la société civile immobilière. Hein, c'est un point qui est très important, un peu comme la CFE. Si j'ai plusieurs biens immobiliers, je paierai beaucoup moins cher dans une société civile immobilière que si j'étais dans un LMNP. Hein, on a toujours tendance, effectivement, à croire que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, je terminerai sur le régime de TVA et je vais te laisser reprendre la parole finalement sur la LMNP.
Bon, alors oui, effectivement, il faut savoir quand même qu'en termes de principe de droit commun, vous êtes non soumis au niveau des locations meublées. Par contre, effectivement, il y a des cas particuliers où vous allez devoir être assujetti à la TVA à hauteur de 10%. Pourquoi? Sur 3 des services suivants. Donc, au niveau des prestations que vous pourriez éventuellement proposer, donc assurer l'accueil voilà, pour même non personnaliser des locataires, fournir le linge de maison, proposer le nettoyage régulier des locaux et proposer un petit déjeuner. Voilà. Quand on dit proposer le nettoyage régulier, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, vous faites le ménage. Ce n'est pas la personne qui fait le ménage et du coup, effectivement, là, dans ces cas-là, ce n'est pas considéré effectivement comme du ménage régulier. Et si effectivement, vous avez 3 de ces 4 services, vous aurez l'obligation d'être assujetti à la TVA. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des particularités qu'il faut bien prendre en compte. Ce cas-là est valable aussi pour les SCI. Voilà, faites attention. Oui, c'est vrai que sur la SCI, on peut opter. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt d'opter à la TVA? Parce que tout simplement, et notamment pour tous ceux qui ont déjà participé à des acquisitions de biens immobiliers style Pierre et Vacances, etc., ils pouvaient récupérer la TVA de 20% et en contrepartie, ils assujettissaient leurs recettes à 10%. Donc, ça a quand même aussi son intérêt parfois d'être soumis à la TVA. Alors, avant d'aborder ce point sur les exemples d'amortissement, je vois que des questions sont arrivées, et notamment Sad, est-ce qu'il y a un apport minimum pour que la banque accepte de prêter à la SCI? Alors, premièrement, Sad, que ce soit toi à titre personnel qui achète ou que ce soit une société civile immobilière, en théorie, ça ne devrait pas faire de différence. En théorie. Sauf qu'en pratique, eh bien, il faut que tu trouves le banquier déjà qui comprenne le principe d'une société civile immobilière. Ce n'est pas une critique exercée vis-à-vis des banquiers que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire que les banquiers ont chacun leur zone en fait, de confort, là où ils peuvent faire des choses. Certains, ils feront plus volontairement un achat à titre direct. D'ailleurs, si vous posez une question à un banquier, est-ce que je dois acheter à titre direct ou plutôt dans une SCI? La plupart des banquiers, diront acheter plutôt en direct. Mais c'est votre portefeuille qui compte, ce n'est pas l'avis du banquier, qu'on soit bien clair. Et quand vous commencez à aborder ce qu'on verra tout à l'heure, SCI plus holding, alors là, vous avez perdu à peu près 90% des banquiers. Donc, le montant minimum, j'aurais tendance à dire qu'il fut une époque, on pouvait emprunter la totalité, y compris des frais de notaire. Désormais, les banques sont quand même un petit peu plus timorées. Quand même, Oui, alors le minimum, on va le donner, c'est le montant des frais de notaire aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, si tu apportes tes frais de notaire, aujourd'hui, on peut avoir un 100%. Maintenant, si tu veux mettre, et tu as tout à fait raison, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, si tu mets 30%, c'est facile. Et tu auras sans doute des taux qui seront meilleurs que si tu empruntais 100 ou voire 110%. Deuxième question, en SCI, Alexandre, cette fois-ci, en SCI, doit-on déclarer chaque immeuble comme un établissement? Alors, la réponse, Alexandre, c'est qu'une société civile immobilière, par définition, a un siège social qui peut être chez toi et il n'y a pas de raison particulière d'avoir un établissement secondaire, tertiaire, etc. au sein des différents immeubles. Éléonore, peut-on faire louer un local professionnel acheté en nom propre qui est actuellement en micro ou en foncier sous le régime LMNP en l'équipement? Alors, ça ne s'appelle pas du LMNP, d'accord? C'est le même régime, néanmoins, sur un local professionnel, parce que le LMNP, c'est plutôt lié à des particuliers qui vont louer. Alors, je n'ai plus en tête le nom, mais c'est l'équivalent d'un LMNP. On peut effectivement faire ce genre de choses pour le mettre dans un régime équivalent au LMNP. Voilà. Ça va être du logement équipé, effectivement, mais oui, vous pouvez mettre sur le même... Local équipé, je crois que ça s'appelle. Voilà, LLE. Merci Julien. On voit qu'il y a des gens qui suivent, c'est super, c'est génial. Ça me fait marrer de voir autant de personnes qui donnent la solution directement. Philippe, peut-on modifier sa date de clôture d'SCI si on a choisi 31/12 au démarrage? Oui, Philippe, c'est tout à fait faisable. Tu peux changer la date de clôture. C'est ce qu'on appelle une assemblée générale extraordinaire avec modification des dates de statut. Voilà très exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas très complexe, ça coûte un petit peu d'argent, mais il n'y a rien de dramatique. Alors là, on va parler des amortissements, d'accord? Et on va vous présenter, en fait, si tu veux bien, oui, Annabelle. Bien sûr. Alors, au niveau des amortissements, il faut savoir qu'il y a une décomposition qui doit être faite. Depuis un certain nombre d'années, effectivement, la législation comptable et fiscale, en fait, nous impose en fait de faire ce qu'on appelle la décomposition. Donc la décomposition, c'est quoi? C'est de mettre une partie du terrain, donc de valoriser
Donc, pour nous, on a donné l'exemple à hauteur de 15%. Alors, c'est vrai que vous avez des variables en fonction de la ville. Vous pouvez effectivement avoir une certaine augmentation au niveau de cette partie terrain. Vous avez une partie gros œuvre. Donc, pour nous, on la ventile à hauteur de 60%, qui est amortie en principe sur 35 ans. On peut la mettre bien plus. Et c'est très rare d'amortir un bien plus bas, je dirais, parce que c'est vrai qu'effectivement, en termes de valorisation, en principe, vous n'avez pas tendance, que ce soit du LMNP ou une SCI, en fait, de revendre ce bien-là. Ensuite, on a une partie façade qui est à hauteur de 10%. Vous avez un amortissement qui sera sur 20 ans. 15%, ce sera la partie agencement intérieur, amorti sur 10 ans. Et ensuite, le dernier, 15%, qui sera la partie, ce qu'on appelle IGT, donc c'est la plomberie, l'électricité, c'est agencement intérieur, gros œuvres, etc., amorti sur 15 ans. Donc, comment ça se passe? Vous avez effectivement 100% de la valeur d'acquisition qui va être 15% et les 90 autres pourcents qui seront amortis. Du coup, il y aura une décomposition qui se fera effectivement entre le gros œuvre et la partie IGT, effectivement, pour pouvoir ventiler ce que je viens de vous dire. Alors, pourquoi est-ce que Annabelle nous a parlé de ça? Pour deux raisons. La première, en fait, c'est que de façon très concrète, quand vous achetez un bien immobilier, je vous défie de demander au notaire de nous donner la partie terrain du reste. Alors, vous remarquerez au passage que si vous additionnez ça, les 10 ou 15%, ça c'est à part, et le reste après, c'est 100%. Voilà. C'est le reste qui est réparti sur le reste de ce qui est amortissable. Donc, on a bien distingué les deux. Mais de façon très concrète, pourquoi est-ce qu'on est obligé de recourir à ce stratagème? Parce que tout simplement, les notaires ne font jamais le distinguo. Alors, on a toujours une partie terrain. Même le mec qui habite au 10e étage d'une tour, il a toujours une partie du terrain. On est toujours obligé, effectivement. Même un appartement. Même un appartement, effectivement. Exactement. On est tenu, effectivement, toujours de distinguer. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette répartition entre non amortissable et amortissable, ça a quand même des conséquences. Parce que ce soit en LMNP ou que ce soit en société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, on va amortir, ça veut dire qu'on va réduire le résultat fiscal dans tous les cas de figure. Donc, vous comprenez effectivement qu'il faut s'attacher sur des choses. Donc, au sein de Doux, on a développé en fait une connaissance. Alors, quand Annabelle vous disait effectivement que le gros œuvre, c'est 35 ans en règle générale, il est évident que si vous avez un cabanon de pêche, bon, c'est rare qu'en règle générale ce soit en société civile immobilière, mais si on a un cabanon de pêche qu'on a été faire construire avec 5 planches chez Castorama, de façon très concrète, jamais de la vie, on va l'amortir sur 35 ans. Mais la plupart des immeubles qui vous entourent ont tous plus de 35 ans. Surtout si vous vivez à Lyon, comme moi, à Vieux-Lyon, de façon très concrète, effectivement, il n'y a rien qui est en dessous de 150 ans. Donc, de façon très claire, aujourd'hui, c'est la norme, entre parenthèses, c'est, on va dire, l'acceptation fiscale. À défaut d'avoir le notaire qui vous décrive exactement la répartition, on est obligé de recourir à ces sortes de stratagèmes. Alors, les conséquences de tout cela, fiscales, c'est que dans les deux cas de figure, si on prend les premières années du LMNP, je vous avais donné tout à l'heure 800 €. Et quand on multiplie 800 fois 12, ça fait 9 600 €. C'est le montant que j'ai effectivement comme loyer. Et si si je soustrais plus exactement les intérêts financiers, les charges et les amortissements, je vais me retrouver avec une base imposable à 0. Ça veut dire que, sauf à avoir un truc de malade, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des taux de rentabilité de 10-15%, d'accord, il y a très peu de probabilité que pendant les 15 premières années du LMNP, vous ayez à payer quelque chose, parce que vous aurez toujours quelque chose qui va venir en moins. Et dans le cas des sociétés civiles immobilières à l'IS, c'est exactement le même combat. Vous aurez 0. Donc, dans les deux cas de figure, vous ne payerez pas de CSG, vous ne payerez pas d'impôt sur le revenu, et en CIS, c'est exactement la même chose. On a juste oublié de dire un point. Alors ça, c'est une méthode que nous développons en interne au sein de Doux. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on se rapproche des normes européennes en matière qu'on appelle IFRS. C'est un peu compliqué, mais c'est la raison pour laquelle les frais de notaire et les frais d'agencement, enfin les frais de l'agence immobilière, eh bien on ne les colle pas en immobilisation, parce que ça, c'est ce qu'on faisait du temps de grand-papa. Nous, on a décidé de les coller directement en charge pour se rapprocher des normes internationales. Donc, vous voyez que dans une société civile immobilière dans laquelle vous avez une maison ou un appartement, eh bien,
avec Doux, vous avez déjà les normes internationales qui se mettent, et donc ça a un gros impact. Ça veut dire que qu'on colle tout en charge directement et on va pouvoir du coup en bénéficier dans ce qu'on appelle des sortes de reports déficitaires qui vous permettront de ne pas payer d'impôts du tout. Et dans une SCIS, eh bien souvent les gens, ben voilà, c'est exactement ça. C'est tant qu'à faire. C'est quelque chose qui est un petit peu plus demandé. Alors, je vois Faiti qui pose une question. Les factures doivent être détaillées aussi finement. Alors, les factures ne sont pas détaillées, qu'on soit très clair. Hein, ça dépend de ce que vous avez, en fait. Alors, il y a deux solutions. Soit la première, tu as le truc du notaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un notaire faire le distinguo entre quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ça, au moins, on en est sûr. Par contre, si tu fais des travaux, eh bien là, on ne fera pas une répartition des travaux avec le pourcentage que l'on a vu tout à l'heure. Ce que l'on fera, c'est qu'on reprendra en fait exactement la nature. Donc, si tu as fait l'électricité, eh ben, on l'amortira sur combien? 10 ans, c'est ça, je crois. Et si tu as refait la façade, eh ben, on l'amortira sur 20 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, là, on va prendre un exemple. Et là, vous allez voir que là-dessus, on a un peu souffert quand même parce que on va supposer qu'on fait une vente de meublé. C'est-à-dire que de façon très concrète, je vends le bien immobilier. Et je rappelle que lorsqu'on vend un bien immobilier, eh bien, même si on le détient en société civile immobilière, eh bien, on ne vend jamais la société civile immobilière, on vend toujours le bien meublé. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas, c'est que la plupart des acheteurs ne veulent pas s'enquiquiner avec une société civile immobilière. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, une société civile immobilière, ok, c'est le nom de société, mais concrètement, je ne suis pas protégé, moi, dans mon patrimoine privé, et qui sait si la société civile immobilière ne s'est pas portée garante, sans que je le sache, sur un emprunt, sur n'importe quoi. Et donc, pour être peinard, eh bien, le plus simple, c'est d'acheter le bien meublé. Et c'est pour ça qu'il est rare que les transactions portent sur des parts de sociétés civiles immobilières, elles portent plus souvent dessus, tout simplement, sur la valeur, le bien directement. Le LMNP, la question ne se pose même pas, puisque c'est le bien en direct que vous allez vendre. Donc, j'ai pris un exemple, ici, là, que vous voyez là, où, je rappelle, on avait acheté la valeur d'achat 300 000. On l'a vendu et on avait les frais de notaire, etc. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. On l'a vendu 400 000 euros. Et du coup, j'ai fait une plus-value sur 100 000 euros en 15 années. Sur 15 ans, j'ai fait une plus-value de 100 000 euros. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire exactement, Annabelle, sur le LMNP? Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'effectivement, vous allez créer une LMNP. Néanmoins, il faut savoir que quand vous allez vouloir revendre ce bien, on revient dans un régime de plus-value immobilière des particuliers. D'accord? Donc, la plus-value, elle va être calculée sur un prix de vente, moins le prix d'achat majoré des frais de notaire et des autres dépenses, alors que vous pouvez voir effectivement, si vous n'avez pas l'ensemble des frais de notaire ou des frais de dépenses et de travaux, en fait, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un forfait. Donc, pour les frais de notaire, ce sera 7,5% du prix d'achat. Et puis, au niveau des dépenses de travaux, vous aurez un forfait de 15% au niveau du prix d'achat. Donc voilà, il y a une certaine, on tient compte effectivement de la durée de détention. Donc en fonction de ça, vous allez avoir un impôt sur le revenu qui va être à hauteur de 19%. En fonction de la détention, vous aurez effectivement des abattements qui vont s'enfiler. Et puis jusqu'à 22 ans, à partir de 22 ans, en fait, vous avez une exonération totale. Donc je ne vais pas vous donner la liste des pourcentages. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les prélèvements sociaux qui seront à hauteur de 17,2%. Et à ce niveau-là, c'est pareil. On a des abattements qui s'intègrent effectivement en fonction de la détention du bien. Et puis, pour la SCI, c'est différent. Oui, alors l'ENP, alors sur les sociétés, sur les SAG, c'est 28 ans hein, pour avoir le régime total. Parce que ils ne sont pas suffisamment futés à l'administration pour avoir calé exactement les mêmes choses au niveau de l'abattement. L'un, c'est 22 ans, l'autre, c'est 28. Donc, c'est quand même assez amusant comme situation. Alors, pour la société civile immobilière, eh ben là, c'est un gros changement parce que le LMNP, c'est hyper favorable. Vous bénéficiez de l'amortissement, vous êtes en régime PIC et comme par hasard, au moment où vous vendez, eh ben, c'est terminé, on ne parle plus de 2031, on rentre dans un régime de plus-value immobilière qui est un régime très favorable pour l'instant. Pour l'instant, parce que les choses pourraient changer. Dans une SCI, les choses sont les choses sont hyper carrées. Depuis à peu près 300 ans, on sait exactement ce qui se passe. C'est régime de l'imposition de la plus-value. Voilà. Donc, la plus-value, ça se calcule comment? C'est le prix de vente, donc les 400 000 euros, et on va enlever la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur comptable moins les amortissements qui ont déjà été pratiqués.
d'accord? Et éventuellement, on va retirer ce qu'on appelle des reports à nouveau déficitaires qui viendront aussi tasser. Alors, pour ne pas m'embêter, j'ai pris 15 ans. 15 ans, pourquoi? Parce que c'est la durée de l'emprunt, de la cession, etc. Et puis, comme je disais, il n'y a pas de régime de faveur dans une société civile immobilière. Donc là, forcément, les choses changent un petit peu. Parce qu'au niveau de la MNP, le régime, effectivement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, vous avez une plus-value qui va être taxée en fait à hauteur de 19%. Par contre, c'est vrai que une fois que vous avez payé tous ces frais et tout cet impôt, l'argent, il va directement dans votre poche. Donc ça, c'est génial. Mais bon, il y a quand même des particularités. Et puis maintenant, c'est vrai qu'au niveau des SCI, il y a aussi un avantage qui peut être fait au niveau des impôts. Alors, l'avantage, effectivement, c'est que la plus-value, ce n'est pas un avantage, elle va être taxée, par contre. Elle va être taxée au taux de 15% jusqu'à 38 120 € et 25% pour le reste. Alors, il y a quand même des astuces. On peut payer beaucoup moins cher. Il suffit que l'année où vous vendez, vous rachetiez quelque chose d'autre dans la société civile immobilière et paf, vous pouvez effectivement péter le régime effectivement de la plus-value. Vous pouvez également avoir des reports à nouveau déficitaires qui vont véritablement tasser le montant de votre plus-value. C'est pour ça que je conseille régulièrement que si vous avez une société civile immobilière, ça vaut le coup d'avoir plusieurs biens immobiliers parce que du coup, vous allez générer des reports à nouveau déficitaires et ça va vous permettre effectivement d'amortir le jour où vous voulez vendre. Petit point aussi, c'est que quand vous vendez, quand la SCI vend son bien, l'argent n'est pas dans votre poche. Ce n'est pas comme Annabelle avec la LMNP. Là, l'argent, il est dans la poche de la société civile immobilière si on peut estimer qu'une société peut avoir une poche. Okay, et pour le sortir, il faudra sortir les dividendes. C'est comme dans ces cas-là, on paiera ce qu'on appelle la flat tax. C'est 30% sur ce que l'on a déjà fait. Alors, on a fait des calculs super savants sur l'LMP. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Oui, alors c'est vrai que du coup, Patrick a regardé effectivement sur un site. On a fait un petit calcul rapidement. Donc, c'est vrai qu'après avoir payé les 7 138 € d'impôts et de CSG, on arrive quand même à 392 662 € net pour l'investisseur. Donc, c'est quand même pas mal. Après les 400 000 € qu'il a reçus dans sa poche, c'est ça? Exactement. Enfin, les 400 000 €. Après la vente. Après la vente, il va lui rester 392 662. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Après, au niveau des frais, vous pouvez voir effectivement, donc on est bien parti sur un prix de vente de 400 000 avec le prix d'acquisition à 300 000 et puis les forfaits effectivement de travaux, frais d'acquisition que vous allez pouvoir avoir. Donc, au niveau de la plus-value brute, on voit que c'est à 32 500 et puis tout le reste, voilà, des calculs d'imposition que vous pourrez voir. Alors, on remercie pour le LMNP la partie effectivement du site qui nous a permis de le faire. Bon, pour la société civile immobilière, c'est nous qui nous sommes collés parce que ça n'existe nulle part ailleurs, tout simplement. Donc, on a fait un beau tableau sous Excel, on a pris absolument toutes les hypothèses et pour quelqu'un qui voudrait sortir la totalité, il lui resterait 322 168 € qui tombent dans la poche. Alors, pourquoi 322 868 €? Parce que, voilà, c'est le calcul. Alors là, on vous fait voir simplement qu'un bout, parce qu'en fait, le tableau, il est purement gigantesque, et dans lequel, en fait, on a remis les prix d'acquisition du bien, les frais d'agence, les frais de notaire, on a tenu compte du montant de l'emprunt, bien évidemment, et de tout ce qui s'est passé, le montant du compte courant également, et tout ça fait qu'à la fin, on arrive du coup avec un déficit fiscal qui restait à reporter. On va se choper en fait tout simplement à la fois de l'impôt sur les sociétés, mais également, j'ai supposé qu'on clôturait la société civile immobilière, qu'on prenait l'argent dans la poche et c'était terminé. Donc c'est un calcul un peu hard parce que la plupart du temps, je vais vous faire une confidence, quand vous commencez à monter un patrimoine privé en plus de votre patrimoine professionnel, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour vos enfants. Et la plupart du temps, les sociétés civiles immobilières sont le moyen pour transférer vers les enfants. Donc moi, j'ai pris la version, mais ultra hard. Celle, effectivement, il y a un seul bien immobilier dans une SCI. On vend et clac, on ferme la SCI, on prend la totalité de l'argent. Donc c'est la version la plus hard qui puisse exister, mais au moins, comme ça, vous pouvez comparer effectivement que ce n'est pas exactement la même chose qu'avec le LMNP. Du coup, la conclusion, c'est qu'il y a un vrai avantage pour le LMNP. Voilà, il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. Alors, pourquoi il y a un mais? Parce que tout simplement, le LMNP, il y a quand même des risques. Il y a un risque de passer en LMP.
Annabelle, tout à l'heure, vous a dit un truc, c'est que quand on dépassait les 23 000 euros, il y avait une obligation, du coup, que la moitié des revenus que l'on touche, C'est ça. enfin que ça ne puisse pas excéder la moitié des revenus. Voilà. Donc, des revenus du foyer personnel. exactement. Or, il arrive de temps en temps que certaines personnes se lâchent un petit peu au niveau de l'immobilier, se disent tiens, ça rapporte de l'argent, j'achète des biens immobiliers, et puis ils disent tiens, je vais peut-être travailler un petit peu moins au niveau des salaires, et d'un seul coup, ils passent d'un LMNP en LMP, location mobilière professionnelle. Et là, ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, en LMP, eh bien, on n'est plus dans un régime de faveur comme le LMNP, on devient redevable surtout parce qu'on devient un professionnel. Et si d'un seul coup, on commence à céder, eh bien, on n'est plus dans une notion de plus-value des particuliers, on devient, dans ces cas-là, taxable. Et là, c'est encore pire que tout, puisque là, on calcule comme la SCI, oui. Mais là, il n'y a plus de notion de 15 ou de 25% d'IS. Là, on peut se retrouver avec 60% plus ASG, c'est-à-dire que vous pouvez paumer 72% au passage. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à noter que ça peut être une catastrophe dans ces cas-là. Donc, le LMNP, quand vous commencez à monter en puissance, alors si vous avez une chambre d'étudiants, même si c'est à Paris, même avec des gros loyers, vous êtes peinard, vous êtes tranquille. Mais si vous commencez à monter, parce que le problème, ce n'est pas un problème, c'est un problème de riche, entre parenthèses, quand on commence à avoir des biens immobiliers, on a une tendance à monter au fur et à mesure, et un jour se retrouver avec 20 biens immobiliers sans trop savoir comment ça s'est passé. Et là, ça peut être la catastrophe assurée en cas de cession ou en cas de chance. Exactement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Driss, je répondrai tout à l'heure à la tienne sur la résidence principale en SCI. Sad, est-ce qu'on peut récupérer le bien LMP ou SCI en résidence principale pour y habiter après quelques années de location? Non. Je suis en train de réfléchir. Alors, oui, sur le plan, tu peux y habiter, mais par contre, non pour l'avoir gratuitement. D'accord? Si tu es dans une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, une SCI, je rappelle, alors, par définition, ça s'appelle civil, d'accord? Mais en optant à l'IS, ça devient commercial. Et quand on prononce le mot commercial, eh bien, ça suppose que la société doit faire des profits. Donc, c'est une activité. C'est une activité. Donc, de façon très concrète, si tu récupères le bien pour y habiter, parfait, mais tu paieras un loyer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, pour le LMNP, on peut l'arrêter à un moment donné et puis revenir dans un régime où on va habiter soi-même et que ça devient une résidence principale. Voilà, donc avantage pour le LMNP sur ce coup-là. Anis, on peut commencer par l'LMNP et après changer en SCI. Oui et non. Oui, dans l'absolu, non, d'un point de vue coût. Pourquoi? Parce que le LMNP, c'est toi qui l'achètes. Et si tu le transfères dans une société civile immobilière, tu feras 1 euro, enfin 2 pour être plus précis, l'État et le notaire. J'ai mis dans cet ordre-là parce que c'est quand même l'État qui prend plus d'argent que les notaires. On a oublié la petite question de Jérémy. Voilà. Alors, Jérémy. Si on achète un bien dans la même année que l'on vend un autre en LMNP, paie-t-on des impôts sur la plus-value? Oui. Ah oui. Oui, parce que… C'est par bien. C'est par… Exactement. En LMNP, c'est par bien. En SCI, non, ça ne l'est pas. Voilà. Est-ce que la géo est obligatoire en société civile immobilière? Oui. Oui, alors pourquoi il y a eu… Alors, bien évidemment… Elle est vivement conseillée. Elle est vivement conseillée. Ben, alors, elle est obligatoire, oui. mais la plupart des gens ne le font pas. Mais il y a eu des cas qui ont été cités. Moi, j'ai toujours en tête un arrêt de jurisprudence où monsieur et madame divorcent. Ça faisait 30 ans qu'ils avaient le même bien immobilier. Et madame destitue monsieur qui était le gérant de la société civile immobilière parce qu'il n'avait pas fait les assemblées générales. Et le juge a donné raison en disant ce n'est pas parce que vous avez divorcé maintenant, vous auriez dû faire pendant les 30 dernières années des assemblées générales. Ça, c'est le premier point, c'est des actes de jurisprudence. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller aussi du fait qu'une assemblée générale, je rappelle, statue sur les reports. Et du coup, si un jour, effectivement, pour une raison X ou Y, on vient faire notamment du démembrement de parts sociales ou autre chose, comme les réserves appartiennent aux nus propriétaires et les résultats appartiennent aux usufruitiers, c'est hyper important que les choses soient hyper clarifiées en la matière. Donc, oui, Maha, c'est mieux que les assemblées générales ordinaires soient faites. C'est obligatoire, mais je sais que beaucoup ne le font pas. Mais en cas de pépin, en tout cas, ce sera très, très gênant. Stéphanie, et si la SCI Italière, on peut occuper le bien à titre gratuit? Oui, Stéphanie, parce que tout simplement, on est dans un autre débat à l'impôt sur le revenu. Mais bien évidemment, dans ces cas-là,
À partir du moment où on l'occupe à titre gratuit, ça veut dire que toutes les charges ne sont plus déductibles non plus. Oui. Hein. Donc là, mon propos était bien évidemment sur les sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés. Maïssa qui nous dit « Peut-on considérer que le statut de LMNP et la SARL de famille offrent les mêmes caractéristiques, les mêmes avantages ?» Oui, vous pouvez très bien être une SARL de famille, effectivement, et avoir cette option LMNP. Il n'y a pas de souci. Oui, alors, j'aurais tendance, et c'est tout à fait ça. Oui. Alors, la SARL de famille. Bien sûr, c'est normal. Hein. Quand on est en SARL de famille, c'est à l'impôt sur le revenu. C'est à l'impôt sur le revenu. D'accord. Hein. Voilà. Et on peut dire que c'est une espèce aujourd'hui de mode, un petit peu comme les couleurs. Alors, je ne sais pas cette année si ce sera du bleu, du mauve ou du jaune, hein, j'en sais strictement, ou de l'orange, pourquoi pas. Eh bien, l'SARL de famille, on peut dire, est à la mode. Parmi les conseillers de patrimoine oui. qui s'y connaissent un petit peu. Et c'est vrai que la SARL de famille a une particularité, c'est que on n'opte pas à l'impôt sur les sociétés, ça. On reste à l'impôt sur le revenu, mais on bénéficie effectivement de l'amortissement et de tout ce qui va avec. C'est une solution. Il faudra peut-être la prochaine fois dans le webinaire que je fasse une différence entre les CILR et la LMP. Je crois qu'on n'a pas fini de faire des webinaires en la matière. Alors, Sad, merci pour votre tour, c'est super. Si on arrête le LMNP et qu'on récupère en résidence principale, on peut donc vendre par la suite avec exonération d'impôt sur la plus-value. Alors là, c'est une question très intéressante qui suscite toujours des grandes questions. C'est à partir de quand ça devient une résidence principale. Sad, soyons très clairs. Demain, tu récupères ton bien, tu fais semblant d'y habiter pendant une semaine et tu revends pour avoir une exonération totale. Je crois que là, l'administration, elle ne verra pas ça d'un bon angle. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de date à proprement parler. Je sais qu'il y a eu des actes de jurisprudence. J'en avais un en tête où la personne, c'était 6 mois, 8 mois, et l'administration avait attaqué quand même. Hein. Et le juge a donné raison. Maintenant, est-ce que ça marcherait toujours? J'en sais rien. Mais je te garantis, c'est que c'est une semaine, ils te tombent dessus parce qu'ils pourront prouver effectivement que l'idée originelle, voilà, elle était purement fiscale, que ce n'était pas pour toi pour y habiter, que c'était dans un but d'échapper à l'impôt. C'est ce qu'on appelle un abus de droit, très exactement. Donc, méfiance en la matière. Donc, si tu pouvais rester au moins une année, ce serait pas mal. Philippe, en occupant un bien de SAICI IS, le loyer peut être défini comme on le veut ou obligatoirement être aligné sur les prix du marché ou une tolérance d'écart. Moi, Philippe, je vais te donner une astuce qui est ultra simple. Tu vas sur Le Bon Coin, parce qu'aujourd'hui, Le Bon Coin, enfin, c'est pas que je fais de la pub, je n'ai pas d'action chez eux non plus, mais il y a un truc qui est super sympa, c'est que tu peux retrouver assez facilement, tu colles ça, tu imprimes ou tu le gardes en PDF, le jour où tu as un contrôle fiscal, tu peux prouver effectivement que le prix que tu as loué, c'était le prix normal. Donc, pour répondre à ta question, il faut que ce soit un prix normal. Voilà. Mais un prix normal, ce n'est pas toujours aisé, effectivement, de trouver. Mais si, je dis n'importe quoi, tout est à 1 000 € dans le coin et toi, tu es à 100 €, il va y avoir un problème. Maintenant, tout est dans le coin, est à 1 900, est à 850 €. Franchement, je ne vois pas où est le souci. Mais encore une fois plus, si tu veux franchement être peinard, eh ben, le plus simple, c'est de pouvoir prouver que tu es dans les trucs. Et le mieux pour le prouver, c'est d'avoir Le Bon Coin et de le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que comme les contrôles fiscaux se déroulent dans les 3 ans qui suivent, on ne sait jamais plus ce qui s'est passé. Entre-temps, le prix de l'immobilier ou des loyers a pu augmenter. Donc, le plus simple, c'est de faire des copies d'écran. Comme ça, on est tranquille. Joanne, en LMP, au bout de 5 ans, j'ai entendu qu'on est exonéré d'impôt sur le plus-value en cas de revente. En LMP, location meublée professionnelle, au bout de 5 ans, j'ai entendu qu'on est exonéré d'impôt sur le plus-value en cas de revente. Oui, alors il y a certains abattements qui sont liés aussi au niveau du chiffre d'affaires. Donc après, on pourra effectivement, si vous avez besoin qu'on fasse un point, on peut éventuellement prendre un rendez-vous pour regarder. Mais oui, effectivement, c'est possible. Oui, il y a des trucs très précis. Voilà. Patricia, si plusieurs biens immobiliers, est-ce que la CFE est redevable pour chaque immeuble si les revenus immobiliers globaux dépassent 5 000 € ou est-ce que c'est les impôts tiennent compte des revenus de chaque immeuble? Alors, si c'est ta question, c'est LMNP, la réponse est oui, il y a plusieurs CFE. Oui, il y a plusieurs CFE. Voilà. D'accord. Anis, si la SCI est à l'IS, on peut occuper le bien avec un loyer à titre gracieux? Non, on ne peut pas, parce que par définition, une SCI à l'IS est faite pour pouvoir, elle est commerciale, et il faut que tu mettes un loyer. Alors, à Nice, il faut quand même relativiser. Pourquoi? Parce que si tu as bien suivi, effectivement, tu ne payeras pas d'impôt. Donc, de façon très concrète, comme je dis, quand tu jettes de l'argent par les fenêtres et que ça tombe dans ton jardin, il n'y a rien de dramatique non plus. Donc, il faut essayer de trouver un gentil loyer et ça ira super bien. OK, bon. C'est parti pour la suite. C'est parti pour la suite. Alors, si on va passer par une holding. Alors là,
on monte d'un cran supplémentaire. Et vous allez vite comprendre, en fait, que mon propos n'est pas complètement anodin. Alors, je rappelle, la holding, c'est quoi? Ça peut être votre SS, d'accord? Ça peut être une SARL, ça peut être une URL, ça peut être une SASU, ça peut être une holding destinée spécifiquement et qui va détenir des sociétés civiles immobilières. En tout cas, votre holding, c'est par là où l'argent va passer. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui allez mettre l'argent, c'est votre société d'exploitation. Alors, pourquoi j'arrive à cette conclusion? Parce que tout simplement, la première question, c'est pourquoi passer par une holding? Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez une holding et que vous avez de l'argent qui arrive par le biais, effectivement, c'est que dans tout ce qu'on a pu dire, eh bien, on a oublié quand même un point important. C'est que dans le cas d'un LMNP, je vous ai dit tout à l'heure qu'il manquait de l'argent tous les mois. Il fallait rajouter 1200 € tous les mois. Et donc, tous les mois, l'investisseur, il a dû rajouter cet argent. Et cet argent, il n'est pas venu effectivement du ciel. C'est ce que je marque ici. Voilà, on s'est retrouvé et cet impôt, on a été obligé de payer de l'impôt sur le revenu, de la CSG, des charges sociales, des charges patronales. Enfin, vous savez qu'en tous les cas, pour avoir 100 € net aujourd'hui, quelque part, vous avez une espèce de clone qui se balade, qui vous ressemble. Alors lui, il ne bosse pas. Hein, et ce clone, lui, par contre, va vous coûter exactement, va avoir exactement les mêmes sommes d'argent que vous. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on sort l'argent de sa poche, tout simplement, eh bien, dans le cas présent, 15 ans, à raison de 14 400 €, ça fait 216 000 €. Il a fallu apporter 216 000 € pour pouvoir compléter le montant qui existait entre les sorties chaque mois et les entrées. Les entrées n'étaient que de 800 €, il manquait 1 200 €, on arrive à 14 400. Et pour avoir 216 000 €, eh bien, supposons que vous ayez une société et que vous disiez, bon, je sors l'argent par le moyen le moins cher, eh bien, c'est par le biais de la flat tax, des distributions de dividendes. Et en ces cas-là, pour avoir 216 000 €, il vous en aura coûté 308 571 €. Donc, si je récapitule, eh bien, dans le cas de quelqu'un qui voudrait faire une SCI ou quelqu'un qui voudrait faire le MNP, c'est le même combat. Eh bien, pour avoir 216 000 €, eh bien, je vais me séparer de 92 000 € en plus. Vous voyez, c'est quand même un truc très important parce que tout à l'heure, j'ai déclaré le LNP vainqueur, mais pour toutes les personnes qui ont la chance et l'opportunité d'être à leur compte, d'un point de vue fiscal, d'avoir soit une SAS, soit une SASU, etc., et qui veulent effectivement investir dans une société civile immobilière, eh bien, ils ont la possibilité tout bêtement de faire ça. On descend 216 000 € et on ne paume pas les 92 000 €. Voilà très exactement ce qu'il en est. Alors, sur la conclusion, c'est que vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples. On n'est pas dans une notion qui est liée en fait à tout simplement le LMP, c'est bien et puis c'est bien mieux que l'SI ou l'SI, c'est bien mieux que le LNNP. Absolument pas. C'est que chaque situation doit être réfléchie en fonction de son projet. Moi, j'aurais tendance à dire que lorsqu'on ne sait pas si on va se lancer sur une société civile immobilière parce qu'on est un particulier, le LNNP me semble pas mal. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un peu de panachage, un petit peu de LMNP pour commencer avec un truc étudiant. Exactement. Je trouve que c'est plutôt assez correct, c'est assez sympa, le mode est fait. Puis si vous mettez un bien, vous êtes à peu près tranquille. Exactement. Et si au contraire, vous commencez à vouloir, vous avez déjà une société qui crache un peu d'argent, ou même pas beaucoup, mais en tout cas suffisamment pour pouvoir vivre et pour pouvoir investir, eh bien plutôt que de prendre l'argent pour aller les mettre dans une LMNP, le plus simple, c'est passer tout de suite par la case Société civile immobilière. Vous avez vu que ça ne coûte pas cher au niveau de la création de société. Et là, vous allez coller à l'intérieur tous les achats que vous allez pouvoir avoir. Et si vous n'avez pas envie de vendre, eh bien vous verrez à terme que la SI portera plus ses fruits parce que mon avis, mais bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est que le LMNP a vécu ses meilleures années et qu'au moment où, on va dire en 2023, on va attendre sans doute la fin des élections pour que les choses, exactement, là, on risque de se réveiller un peu avec la gueule du bois, c'est-à-dire il va falloir payer les impôts. Et je pense effectivement que l'État va revoir sa copie en matière de l'MNP et va sans doute déclencher soit des charges sociales sur tous les bénéfices qui vont se faire. Ça, ce n'est pas fondamentalement impossible. Deuxièmement, ils peuvent remettre en cause le régime de la plus-value en disant moi, la plus-value maintenant, elle se calcule dans le cadre d'un BIC parce qu'après tout, ça va revenir à quelque chose de normal. Et vous ne pourrez pas invoquer la notion
de rétroactivité ou quoi que ce soit, puisque c'est au moment où les choses se passent que la loi, elle existe ou elle n'existe pas. Donc là, il n'y a pas moyen d'y échapper, en tout cas s'il y a de gros changements. Donc vous avez bien compris que le choix entre l'MNP et société civile immobilière, eh bien, il faut vraiment avoir une notion de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de générer tout de suite un petit peu de cash? Le LMNP, c'est pas mal. Alors que la société civile immobilière, c'est des choses qui durent un petit peu plus longtemps. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Directement, on va répondre aux questions. Philippe, c'est possible avec n'importe quel SS, quelle que soit son activité? Oui, conseiller en management. Alors, ce que je conseille en règle générale, Philippe, alors qu'on soit d'accord, hein, ta SAS, par exemple, va prendre une participation dans une autre société civile immobilière et il faudra que tes deux associés, par exemple, ta société à toi à 99,9% et toi, par exemple, à 0,1%. Comme ça, on est deux, même si c'est toi et toi. Ou l'inverse. Voilà, ou l'inverse. Ça peut être 5%. Voilà, on peut faire. Moi, personnellement, je préfère toujours que ce soit la SAS, puisque comme ça, elle apportera beaucoup plus d'argent s'il y a besoin d'apporter de l'argent, bien évidemment. Il faut toujours bien relativiser. Donc voilà le point, en fait, qui est très important. Sofiane, bonjour Patrick, peut-on acheter des parts de SCPI dans une SCI à l'IS? Si oui, quid de la plus-value en revente partielle des parts? Alors, Sofiane, c'est hyper compliqué comme question, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut acheter des cartes de SCPI? Oui, tout à fait. Alors, une notion de nue propriété ou d'usufruit, ça dépend après ce que vous souhaitez faire. Oui, et puis il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas très clair. Si on va jusqu'au bout des choses, si on veut être puritain au niveau de la fiscalité, mais je ne pourrais jamais dire un truc pareil à l'administration, c'est que de façon très concrète, on pourrait très bien créer une société civile immobilière tout de suite et acheter des parts de SCPI et puis après acheter un bien immobilier et du coup bénéficier effectivement, par exemple si on était en SCI à l'IR, de la notion d'abattement par durée de détention. C'est un petit peu chaud quand même. Hein. C'est un petit peu chaud. Ok, si quid de la plus-value en revente partielle des parts, ben on va regarder la plus-value, puis elle sera taxée dessus. Si c'est à l'IS, eh bien, ce sera de l'impôt sur les sociétés sur la plus-value qui est réalisée. Voilà. Philippe, à très vite. Melvin, un déficit foncier en SCI est-il reportable indéfiniment? Oui, tout à fait. Ça n'était pas il y a 30 ans, ça l'est aujourd'hui. C'est vrai que là, il parle des SCI, mais c'est vrai qu'au niveau des LMNP, vous avez effectivement un report qui est possible jusqu'à 10 ans. Fabien qui me dit, j'ai ma société SASU et la SCI me semble plus intéressante pour un projet IMO, mais je ne souhaite pas m'associer. Quelle est mon alternative? Il ne me reste plus que l'MNP. Ben non, Fabien. Tu as ta SASU, elle prend 99%, et toi, à titre personnel, tu prends 1%. Ça y est, vous êtes deux, c'est bon. Samuel, je suis en URL, doit-on prévoir une modification des statuts pour monter une SCI? Alors, ce qui serait bien, c'est de regarder tes statuts, d'ailleurs, dans la SAS ou etc., et de se poser la question s'il y a une ligne où on marque prise de participation dans des sociétés de type patrimonial, etc. On rajoute dans votre objet social, effectivement. C'est pas grand-chose. On peut, sinon vous pouvez faire une holding par-dessus, laisser votre URL et la SCI. Emma, ok, ouais, on va faire un rappel. C'est juste après, d'ailleurs. Ça arrive juste après. Cyril, j'ai une SASU. Je souhaite créer une SCI. Est-il possible de mettre en place ce système de holding plus tard ou suis-je de le faire immédiatement? Non, Cyril, tu peux le faire après. Il n'y a aucun souci. Franchement, ça vaut le coup quand on a tout de suite l'idée, effectivement. On peut faire un apport de titres, on peut racheter les parts, on peut absolument tout faire. Aucun problème, Cyril. Sad, est-ce qu'on peut utiliser une SCI pour faire de l'investissement dans un compte titre ou en actionnariat dans d'autres sociétés ou bien c'est suffisant de le faire via la holding? Ça, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Je connais par exemple des gens qui montent des sociétés civiles immobilières, qui achètent des SCPI, on en a parlé, qui achètent des biens immobiliers, on en a parlé, qui achètent aussi de l'usufruit et non pas la totalité des biens. Tout est faisable, absolument. Et le mieux, c'est quand même d'avoir des choses séparées pour une seule raison. Enfin, il y en a deux, même trois. Mais bon, la première, c'est que du coup, on ne fout pas le bordel au niveau de la TVA. Hein, puisque comme ces activités non assujetties à TVA, ça vous permet comme ça de récupérer dans votre SS 100% de la TVA, parce que sinon, ça pourrait véritablement tourner au fiasco au niveau de la TVA, où vous ne pourriez pas récupérer, voire pire, être obligé de payer ce qu'on appelle des taxes sur les salaires. Deuxième chose, ça évite de dénaturer l'activité de la société. Et donc, du coup, le jour où vous vendez votre société, vous ne risquez pas de vous transformer en société civile immobilière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Jérémy, nous sommes 3 associés. Peut-on faire une SCI avec seulement 2 des 3 associés? Oui, on peut. On peut entre 2 et 50, hein, très exactement, le faire dans une société civile immobilière.
Maïssa, mon mari et moi avons une SCI à l'IR. Mieux vaut basculer à l'IS ou passer en SRL de famille à l'IR, environ 55 000 € de loyer annuel. Maïssa, j'ai un conseil à te donner, c'est de bien regarder quand est-ce que l'opération a été faite avant. Petit rappel, au niveau de la détention, parce que si ça fait déjà 30 ans que tu as tes biens, c'est sans doute beaucoup moins, mais imaginons que c'est 30 ans, eh bien, tout ce qu'on a donné, tu sais, en termes de dotation aux amortissements, etc., ne fonctionnera pas parce qu'en fait, il faut repartir comme de façon rétroactive. Et donc, tu perdras cet avantage-là. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il faut regarder du cas par cas. Lucas, si on a une SASU qui n'a pas fait l'objet de holding, est-il utile de créer une holding en plus? Non, on peut le mettre. Mais l'avantage, effectivement, d'avoir une holding au-dessus de ta SASU, c'est que si un jour tu veux revendre ta SASU, tu pourras bénéficier de ce qu'on appelle l'amendement copé, c'est que tu auras une exonération à hauteur de 88% de ta plus-value. Voilà, mais ça, c'est un petit calcul à faire, à voir. Il faut faire de la simulation, ouais. Exactement. Jérémy, 3 associés dans une SAS 40-41. Si nous voulons profiter de nos profits dans une SI, comment seront réparties nos parts dans celle-ci? Comme tu veux. Alors, qu'on soit bien d'accord, si c'est une société, il faudra que chacun de vous, la meilleure chose, si tu veux faire ce genre de choses, c'est que vous puissiez avoir une holding, les 2 associés qui veulent être à part, se créer une holding au-dessus de votre SASU et détiennent ensuite la société civile immobilière. Voilà ce qu'il faut faire, très exactement. Mais tu ne pourras pas dire j'ai une SAS et après, je répartis, parce que je rappelle que la propriétaire principale, ce sera la SAS. Sauf si tu décides dans la société civile immobilière que c'est vous deux, mais dans ces cas-là, vous ne bénéficierez pas de la possibilité de mettre l'argent. Donc, le mieux, c'est de faire un petit cran supplémentaire au niveau d'une holding au-dessus. Alors, à la demande de ma je vais présenter, parce que ça, on nous a posé la question, si on passe par Dougs, on va aller très, très vite. Premièrement, vous avez un vrai entretien juridique au niveau de la création de la société. On fait absolument toute procédure. Vous avez le cabis chez vous quand le greffe du tribunal de commerce fonctionne à fond sous 48 heures. Et ça vous coûte 150 € hors taxe d'honoraires, tout simplement. Et pour la gestion annuelle d'une SCI ou LMNP, c'est le même tarif. Eh bien, vous aurez la chance de revoir un appel et de réaliser le bilan du MIAS fiscal. On s'occupe absolument tout. Et pour tous ceux qui sont déjà clients chez nous, vous connaissez le système, performance, récupération des flux bancaires, etc. Le tarif, on ne l'affiche pas sur notre site. 200 €. C'est 200 € pour chaque acquisition. Chaque acquisition, c'est-à-dire que si vous faites 10 créations en 10 ans, par exemple, vous payerez 2 000 € en tout parce que on est obligé, on prend ces 200 € simplement pour bien reparamétrer le tout. Et ensuite, c'est 29 € hors taxe par mois. Donc, si vous faites une fois une acquisition, ce sera 200 €. Et après, 29, sachant que le premier mois, c'est gratuit. Et le second mois peut être gratuit si vous vous auto-parrainez ou si vous parrainez quelqu'un d'autre directement. Voilà. Et bien, en plus, Didier, il nous a écouté. Pouf, il a mis directement un lien de parrainage. Alors, Ben, pour un montage LMNP, vous ne pouvez pas nous aider une acquisition en indivision. Non. Non, on ne peut pas. Enfin, alors, on pourrait si vous êtes juste mari et femme. Et par contre, il ne faut pas que vous soyez sous le régime de la séparation de biens. Si effectivement vous êtes mari et femme, on peut éventuellement vous le faire. Mais par contre, voilà, il y a ces limites. Mais n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, effectivement. Et puis, on fera le point ensemble. Il y a pas de problème. On le fera très certainement un jour. Mais en tout cas, pour 2021, nous ne le faisons pas. Peut-être qu'en 2022, on le fera. C'est prévu, mais pas encore. Voilà, exactement. En termes de développement, on a privilégié donc les gens paxés et mariés. Bon, nickel. Toc, c'est bon. Jérémy, les 29 € par mois, c'est par bien aussi. Non. C'est les honoraires en fait mensuels que vous allez avoir. La seule chose, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous allez acquérir un bien, on va devoir vous faire payer effectivement ces 200 € parce que pourquoi 200 €? Parce qu'en fait, on a une saisie manuelle qui va être faite par un comptable, donc avec les documents que vous allez nous transmettre, et à ce moment-là, on fera payer 200 €. Voilà. Ok, bon, c'est génial. Je crois que là, on a répondu à peu près à toutes tes questions. Donc, c'est le moment, effectivement, de te remercier. Merci à toi, c'était génial. C'était super. C'est génial. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas, en tous les cas, à vous inscrire de façon très nombreux au nouveau webinaire. Regardez notre chaîne YouTube. Je vous marquerai les petits liens directement. Et puis, comme d'hab, on va se quitter sur un petit air de disco, histoire, effectivement, de passer un bon moment et une agréable après-midi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.